Bonsoir. Le monde qui nous entoure est en 3 dimensions. La 3D, c'est de la 2D avec une dimension en plus. 2 plus 1, 3, 3 moins 1, 2... Tu m'as compris. Peut-être que 1 plus 1 égale 11. Et ça, c'est beau. J'adore l'eau. L'hypercar a pour vocation d'être réel, mais pour cela, il faut passer de ça à ça. Mais comment faire ? Avant de débuter la vidéo, petit tour chez Car Vertical, le sponsor de cette vidéo. Car Vertical, c'est un site qui retrace l'historique de pratiquement toutes les caisses. Imaginez, vous voulez acheter une caisse d'occasion et forcément vous voulez qu'elle fonctionne. Bah ouais, c'est mieux. Mais vous voulez aussi savoir son historique pour être sûr qu'elle fonctionnera encore pour longtemps. Eh bien, grâce à Car Vertical, c'est possible. Vous allez pouvoir vérifier que le compteur kilométrique affiche la bonne valeur. Parce qu'il y a des petits malins qui trafiquent ça. Hein. Vérifiez que ce n'est pas un véhicule volé, qui n'a pas été accidenté ou même été un taxi. Alors une personne lambda, peu avertie, va faire confiance au vendeur, mais pas vous. Vous n'êtes pas un lambda, vous. Bah oui, parce que le vendeur, soit il est même pas au courant de l'historique de la voiture qu'il vend, soit il sait très bien le chenapan, mais il te dira rien. Bref, Car Vertical vous permet, avec seulement le numéro de châssis ou le numéro d'immatriculation, de vérifier l'historique d'un véhicule. Il vous sort directement un rapport détaillé comme celui-ci. Genre cette Audi A4, elle a été accidentée. Sauf que si le carrossier a fait des merveilles, la caisse est superbe, propre, d'extérieur, nickel. Mais si le mécano, lui, il t'a fait de la merde et que le châssis est tout tordu, ça pue. Grâce au code promo et au lien dans la description, vous avez moins 20%. Donc profitez-en. Allez, c'est parti pour la vidéo. Souvenez-vous, la première étape du design, c'était déjà d'avoir ce 2D. Un bon moyen de visualiser les formes de la voiture et de tester des choses sans engager le travail de la 3D. Parce que vous allez voir que c'est très compliqué et que ça prend un max de temps. En règle générale, il est préférable de commencer sur des croquis en 2 dimensions avant de passer sur du dessin assisté par ordinateur en 3D. C'est valable pour du design, mais aussi pour de la mécanique pure. Et c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait pour la GT40 et c'est ce que je vais faire pour l'hypercar. Bon, mais je vous ai pas parlé du mec qui fait la modélisation parce que c'est pas moi. Moi, je fais que de la mécanique, hein, ça c'est différent. Ce gars-là, c'est Orlando. C'est un artiste 3D qui travaille dans la pub. Il est belge. Voilà, son Insta. Jean commentaire qui se ramène, mais pourquoi c'est pas toi qui fais la 3D? Pourtant, tu sais faire, non? Alors oui, mais moi, je suis plus dans la mécanique assistée par ordinateur, pas le design assisté par ordinateur. C'est vraiment deux choses bien différentes. Hein. Moi, je bosse avec Dassault Systèmes SolidWorks, petit clin d'œil aux partenaires, et avec SolidWorks, tu peux faire des pièces techniques et sortir des plans industriels. Avec Blender, par exemple, tu vas faire des bonhommes et des scènes. C'est très artistique, mais tu en sortiras pas des plans. Et tu auras beaucoup moins de précision. C'est vraiment deux mondes. Pendant le design 2D, je vous avais parlé du package, la longueur, largeur, hauteur et le placement des roues de la voiture. Eh bien, c'est là aussi le commencement, ça délimite la voiture. Un autre truc aussi à intégrer à ce package, c'est le pare-brise. J'ai de gros soucis avec le pare-brise, hein. C'est pas le délire de la chaîne, hein, les pare-brises. Hein. Et la première problématique, c'est comment avoir un pare-brise en 3D. Première solution, j'achète plein de pare-brise et on les scanne, puis on voit. On parle pas de pare-brise de Golf 4, hein. C'est plus des trucs de supercar bien chers. Et dans le cas de cette première solution, hop la cagnotte. Deuxième solution, un petit peu plus filou-filou. Merde, je viens de prendre 30 ans en disant cette expression. Et là, on prend directement le pare-brise en 3D dans une banque de pare-brise de 3D. Mais où on va trouver ça? Tuto Benjamin Workshop, trouver un pare-brise en 3D. D'abord, t'achètes le superbe jeu Assetto Corsa pour la somme dérisoire de 5 balles. Tu cherches le pare-brise de tes rêves, tu exportes la caisse en 3D vers Blender cette fois-ci. Et oui, je sais utiliser un petit peu Blender, mais juste pour ça. Tu vires toute la bagnole, sauf le pare-brise évidemment. Hein. D'ailleurs, généralement, le pare-brise, il est en une pièce avec les autres vitres, donc faut pas tout supprimer non plus, hein. Faut qu'il reste quand même le pare-brise au moins. Et voilà, tu as ton pare-brise et en bonus, tu as le jeu vidéo Assetto Corsa pour faire de la simulation automobile. Pour 5 balles, c'est pas mal. Attention quand même avec cette méthode, puisque certaines pièces ont vraiment été scannées par le jeu. Ils ont scanné une vraie voiture et ils l'ont foutu dans le jeu. Mais c'est pas le cas de toutes. Ça n'assure en rien que le pare-brise qu'on vient de prendre du jeu, il soit parfaitement identique à un vrai physique. Mais bon, c'est déjà un bon indicateur. Les formes sont déjà pas mal et généralement, les voitures de ce jeu sont quand même plutôt bien faites. La technique filou-filou Assetto Corsa, je l'avais déjà appliquée pour la carrosserie de la GT40 et elle était vraiment fidèle. Hein. Il y avait juste l'empattement, tout, la largeur, tout était vraiment très fidèle. C'est vraiment un bon tips et c'était l'instant
tuto. Vous avez sûrement déjà vu ce genre de truc, hein, des plans avec du bleu, voilà, des trucs, des traits. D'ailleurs, il y en a un ici, hein, dans mon décor. Il y en a aussi un là. J'adore ce genre de truc. Hein, c'est cool. On y voit un objet sous différents plans, avant, arrière, haut, côté. C'est ce qu'on appelle un blueprint. Blue parce que bleu, j'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Alors oui, c'est très stylé, hein, notamment dans un décor, mais c'est surtout utile. C'est un peu le Google Translate entre le langage du designer et celui du modeler 3D. Donc Laurent Schmitt de la chaîne Laurent Schmitt nous a donc réalisé 3 vues de la voiture. Non, on n'a pas fait l'arrière parce que on savait vraiment pas sur quoi partir, donc on verra après quoi, hein, c'est bon. Orlando prend toutes ces images et les cale dans son 3D et c'est parti pour le filaire. Le filaire, c'est plein de courbes en 3 dimensions. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de 3 dimensions, c'est normal. C'est la modélisation 3D. Le dorlo. Et c'est là que le blueprint est important parce qu'on peut ajuster la forme de la courbe sur les différentes vues et donc le faire coller au design initial dessiné par Laurent. Il faut faire ça avec chaque courbe sur chaque plan 3D, hein. Ça a l'air facile, mais ça l'est pas vraiment. Hein. Sur une bagnole, des lignes comme ça, il y en a un paquet. Et faut-il encore savoir lesquelles faire? Parce qu'Orlando, il va pas faire toutes les lignes 3D. Il va faire les principales. On se retrouve donc avec une voiture en fil de fer, avec des vitres en Wi-Fi. Déjà là, on a un gros travail et on peut déjà ajuster les volumes de la voiture. Le plus dur, c'est d'avoir chaque face de la voiture au plus proche du design 2D. Et ça, c'est vraiment pas facile parce que la 2D, c'est pas de la 3D. Allez, merci! Il y a un mur. Pour ajuster tout ça, pas trop de secrets, on se met tous les trois au travail en même temps. Avec Laurent, on juge et critique pendant qu'Orlando met en application sur son soft. Ça c'est bien, ouais ça c'est pas trop bien. Tu peux mettre un peu plus de 2 mm vers le haut et un petit peu à gauche s'il te plaît, parce que je trouve que c'est mieux. C'est vraiment ça qui s'est passé. Hein. Une fois qu'on a un squelette qui répond à nos attentes, on peut enfin mettre de la surface. C'est la partie magique. Et voilà, on a notre premier bout de carrosserie et c'est sur ce genre de capture d'écran qu'on peut dessiner par-dessus la 3D pour ajuster la 3D en vrai. Ça permet à Orlando, le modeler, de bien comprendre ce qu'on veut et surtout de se mettre d'accord. Une fois qu'on a bien tous la même idée, ça donne un 3D. La vue de côté et surtout le bas de caisse, c'était le truc le mieux défini, donc forcément on a commencé par ça. L'arrière par contre, on n'était pas du tout au point, hein, toujours pas, et il fallait faire plein d'essais. Au passage, je file le groupe motopropulseur de la GT40 pour l'encombrement. Ça nous évite de faire une carrosserie où on peut rien foutre dedans, tu vois, hein, surtout qu'un moteur, c'est assez utile. Bon mais le cul de la caisse, on a vraiment un souci avec, hein, y a rien nous inspire, donc on passe sur l'avant. D'ailleurs, ces dessins de Laurent ont été faits pendant la modélisation 3D, hein, donc comme quoi, faut savoir mixer tout ça, l'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. De toute façon, le designer est en suivi constant avec le modeler. Tout ça inspire très vite Orlando qui nous sort ça dans la foulée. On était content. L'avantage avec Orlando, c'est que c'est Orlando. Ce mec, c'est une machine et il comprend très vite les choses. Ça nous permet de mettre nos idées en 3D très rapidement. Et ça fait plaisir. Bon, mais maintenant, il faut passer à la partie supérieure de la voiture avec les vitrages. Laurent nous sort un nouveau design pour définir tout ça. On en profite, un peu comme pour le moteur, de mettre un intérieur et si possible, celui d'une voiture à 3 places. Parce qu'à la base, c'est l'intérêt de la voiture, c'était de mettre 3 places comme la McLaren F1. Le pilote au centre, 2 potes à l'arrière, plié. Pour l'intérieur en 3D, non, on n'a pas pris celui d'un multiplat, on a pris plutôt celui d'une Speedtail. C'est plus dans le thème. Pareil, on se sert dans le jeu Assetto Corsa. Pour ça, easy, hein, vous avez eu le tuto juste avant. C'est la même méthode, sauf que là, on prend pas la vitre, on prend l'habitacle. Bon, mais ça rend pas encore fou et on se casse la tête sur le haut de caisse. D'ailleurs, je sais pas si ça se dit haut de caisse, vous avez compris quoi. Dans ce cas-là, il faut pas se torturer l'esprit, hein, il faut passer à autre chose. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup le cas en design, hein, faut souvent remettre à demain des trucs qu'on n'arrive pas à faire. Alors peut-être que l'ordre de la vidéo c'est un peu fouillis, mais en fait c'est vraiment l'histoire qui s'est passée, donc on était déjà en fouillis, parce que c'est le design j'ai l'impression, donc je vous livre vraiment là l'historique de comment on a fait. On essaye de peaufiner l'extraction d'air latéral, ça sert à évacuer tout l'air turbulent généré en partie par les roues et l'air chaud des freins. Et c'est à ce moment que je ressors mon pote Assetto Corsa. Décidément, c'est l'outil du design par excellence, du moins pour moi.
Je sais pas si vraiment les designers utilisent ça, mais moi j'utilise. Peut-être parce que je ne suis pas designer. Ouais. Vous allez le voir pas mal de fois, mais sur Assetto, on peut visualiser les voitures sur tous leurs angles. Donc c'est super pratique pour analyser les flux d'air, les écopes d'entrée d'air, tous ces trucs-là, les passages de roues, la forme générale de la voiture. Vraiment, on peut avec les reflets et tout, on se rend vraiment compte du travail de design sur certaines voitures, notamment par exemple des italiennes où vraiment c'est abusé, ou même les McLaren. C'est vraiment trop beau quoi. Je fais pareil pour l'arrière. L'important c'est d'avoir de quoi illustrer ses propos. Si tu commences à tout faire à l'oral, tu te retrouves avec le contraire de ce que tu avais demandé, voire pire, avec un semblant de SUV, tu vois. Comment veux-tu expliquer ça à l'oral? Tu peux pas dire ah bah il y a une courbe qui descend, puis il y a une courbe qui remonte. Non, c'est pas possible. Il t'envoie la photo et puis c'est mieux, tu vois. Alors à ce moment, on commence à avoir un truc pas trop mal. Il manque juste l'arrière, hein, encore une fois, mais on sait pas encore quoi faire dessus. Mais tu vois, je commence à envoyer des petits signes par-ci, par-là, genre ce genre de truc, hop, ou ça, ou bien ça, tu vois. Orlando, il comprend pas trop qu'est-ce qui se trame, là, ça pue la merde. Elle est pas assez gaulée, la bagnole. Elle est pas assez large, faut que c'est large. Ça manque de forme. En réalité, c'est pas vraiment la largeur, parce qu'on est déjà à 2 mètres, hein. Faudrait pas qu'on soit obligé de rouler uniquement sur une autoroute en utilisant 2 voies, tu vois. C'est pas l'objectif. Non, en fait, ce qui fait cet effet que j'adore, donc en fait avec les ailes qui sont vraiment hyper larges quoi, c'est l'habitacle ultra étroit et qui finit en goutte d'eau. Tu la vois la goutte d'eau sur la Zonda, et là tu la vois, alors que nous sur notre design, on n'a pas la goutte d'eau, pas encore, mais on va tout faire pour l'avoir. Sur ce genre de vue, on a vraiment une roue arrière complètement détachée de la carrosserie, elle est posée au sol la bagnole, et elle prend tout son appui, tu vois, elle est comme ça. Ça peut pas décrocher, tu vois. Elle veut nous bouffer la caisse, tu vois. C'est ça que j'adore. Alors j'explique ça à Orlando, avec micro qui pourrit, tu vois, comme d'hab. Orlando, est-ce que c'est possible de faire des ailes plus larges et tout Oui, bien sûr, suffit juste de recommencer. Genre, tu recommences le filaire et le surfacique? Oui, on supprime tout, on commence. Bon bah, rebelote. On cherche, et malheureusement, on n'arrive pas à recréer l'effet large, l'effet gaulé, tu vois. Puis, retour sur Assetto Corsa, il nous avait manqué celui-là, ça faisait 2-3 minutes qu'on n'avait pas entendu. Je commence par comparer différents hauts de caisse. Parce que sur Assetto, tu peux regarder 2 voitures à la fois. Tu peux même regarder 5 voitures à la fois, même 12 à la fois, si tu veux. Mais pas 15. Pas 15! Là, on voit clairement que le souci, encore et toujours, c'est le pare-brise qui nous fait chier. Et je vous avais dit qu'on n'aimait pas les pare-brises ici. Hein. Et j'ai encore trouvé un nouveau truc sur Assetto Corsa, en plus de pouvoir jouer avec un jeu vidéo, tu vois. On peut faire un mix de bagnoles entre elles. Si, c'est aussi possible. Avec la carte Kiwi. La Ferrari avec une McLaren, possible. Une Zonda avec une Lotus, mais bien évidemment. L'IDR avec une McLaren, ouais. Et ça, ça c'est rien, t'inquiète. Bon bah tout ça c'est bien drôle, mais on a un pare-brise à trouver. D'abord je regarde sur l'internet les pare-brises disponibles, parce qu'il faudrait quand même pouvoir l'acheter à un moment donné. Je sélectionne 3 hauts de caisse, la Ford GT 2017, parce que oui, on peut trouver des pare-brises à vendre de GT de 2017. La Lotus Elise phase 2, même la phase 1, c'est pareil, c'est les mêmes vitrages. Et la Lancia Stratos. Bon, je vous l'accorde, la fusion des deux, c'est un peu moche, hein. Mais bon, au moins on a essayé. C'est les 3 seuls pare-brises étroits disponibles que j'ai trouvés. Et vous l'avez peut-être déjà deviné, hein, avec les photos, on a choisi le pare-brise Lotus. Mais on s'est dit sur le moment, bah c'est cool, il est très beau ce pare-brise, mais on pourra jamais caler les 3 places dedans. Hein. Ça revient à mettre 3 places dans une Lotus Elise. C'est rikiki une Lotus Elise. Et si, ça passe même très bien. Avec ce pare-brise, on a vraiment l'effet que je voulais, l'effet gaulé de la bagnole. Ça commence à devenir beauf tout ça. Hein. L'avant et les bas de caisse, ça match assez vite, après des croquis et des dessins. Mais on a toujours ce cul de l'impossible qu'on n'arrive pas à avoir. Du coup, je commence à faire des essais, des croquis, des essais sur Assetto un peu douteux, du croquis aussi un peu douteux. Mais je sais déjà ce que je veux. Je veux des feux ronds et un gros diffuseur. Mais le problème, c'est tout le reste. Notamment cet endroit qui nous a bien emmerdé jusqu'au bout. Hein. La jonction entre l'aileron et la face arrière. C'est l'angle entre la surface de côté et la face arrière. Cette jonction-là était impossible à faire, vraiment. C'est la mort. On n'arrivait pas à le faire. Ça faisait moche ou ça faisait...
Non, ça le faisait pas, quoi. Voici nos essais pour l'arrière, et vous savez quoi? On est repassé à autre chose, parce que ça nous saoulait, on n'arrivait pas. On est revenu donc sur la goutte d'eau, la fameuse. Alors de mon côté, j'aime beaucoup la vitre arrière de la Enzo, ou même de la Ferrari, hein, c'est presque le même délire. Orlando commence à nous mettre l'eau à la bouche avec du rendu. J'adore l'eau. J'ai même pas fait gaffe à la blague goutte d'eau, l'eau à la bouche. C'est nul. Oh là là. On va parler d'une nouvelle notion, les panel gap. Sur une voiture, il y a des portières, des capots, des coffres. J'ai perdu personne, ça va, hein. Tous ces éléments sont délimités par des panel gap. C'est ça, le panel gap. Ça paraît pas grand chose vu comme ça, et ça paraît même presque précipité par rapport à un design, hein. Je sais pas pourquoi on regarderait la forme des ouvertures, machin. Mais je vous laisse découvrir cette Hurricane, hein, avec ses panel gap normal. Et là, sans les panel gap. C'est moche, hein, ça n'a plus la même allure, hein. Donc c'est pour ça que c'est important les panel gap, à faire tout de suite. Bon, mais des panel gap, ça se définit pas comme ça, c'est quand même quelque chose de très technique qu'il faut voir avec l'expert mécanique technique. C'est moi, donc le design voit avec moi, et moi je vois avec le design. Le plus simple et la solution presque universelle pour un châssis monocoque carbone, c'est les portes en élytre. Donc ça va vous plaire, hein, c'est assez cool, hein, ça fait vraiment gage d'une voiture qui va vite, les portes en élytre. Et croyez-moi, il y a vraiment un réel avantage technique à faire des portes comme ça. Je vous expliquerai plus tard sûrement pourquoi c'est plus simple et pourquoi c'est ultra malin. En fait, je me base sur les panel gap de la Ferrari. Ils collent bien à notre design et techniquement, c'était les plus adaptés. Faut pas oublier que c'est Bibi qui va fabriquer, et donc faut que ça fonctionne techniquement et mécaniquement. Si ton design il est propre, mais que tu peux pas ouvrir une porte parce que le but contre le capot, ou alors que tu ne peux pas ouvrir ton capot quand t'as ta porte ouverte, c'est ce genre de problème, tu vois. Et ça se définit très rapidement. C'est aussi à partir de ce moment que les lignes de la voiture se dessinent. Et dans ces lignes importantes, il y en a une qui part de l'avant jusqu'à l'arrière, qui prolonge l'aileron, et celle-ci, j'y tiens beaucoup. Les lignes d'une voiture se doivent d'être homogène, faut vraiment que ça soit fluide. L'ensemble devient harmonieux. Prof de design. Bon, on n'est pas si mal. Merde. L'arrière. Bon, c'est reparti pour cet arrière de merde. La méthode, toujours pareil, des images, des croquis, du Assetto Corsa, des essais. Et une autre contrainte aussi pour l'arrière, je ne voulais pas mettre un aileron imposant parce que pour moi, c'est de la triche. Hein. Mettre un aileron, c'est tricher. Voilà, c'est dit. Hein, tu vois, tu veux faire un truc qui impose, tu mets un gros aileron à l'arrière de Need for Speed Underground 2 et tu plies le game. Et ça, pour moi, c'est trop facile. Bon, et puis il y a une petite raison à ça. Hein. L'aileron, il est pour la version GTR de la bagnole. Oui, la version de course. La version hardcore. Petit spoil, on en profite aussi pour ajouter 3 prises d'air, et pour l'utilité de chaque prise d'air, parce que c'est pas que pour le style. Number 1, celle-ci, c'est l'entrée d'air radiateur, frein avant. Number 2, l'extraction d'air du radiateur. Number 3, l'extraction d'air des passages de roues. Number 4, l'entrée d'air ventilation et radiateur moteur. Number 5, l'admission d'air moteur, qui va peut-être dégager du coup. Number 6, les entrées d'air pour les roues arrière. Et number 7, l'extraction d'air moteur et frein arrière. Et après tout ce long et laborieux chemin, on arrive donc au design que vous connaissez, que vous avez découvert lors du lancement de la cagnotte. On l'avait quand même terminé 4 jours avant, quoi. Sans pression, les mecs. On a mis presque 2 mois pour élaborer ce 3D avec Orlando et Laurent. C'est un travail monstrueux, même avec des personnes qualifiées, ça demande du temps. Et puis de mon côté, c'était pas une tâche si simple parce que je dois savoir ce que je veux. Ça paraît con comme ça, mais si t'es en mode je sais pas. Et tu vas pas avancer. Et dans ce genre d'exercice, il faut savoir critiquer sans aucune retenue le travail de ses collègues, même si ça peut être blessant. Et voici pour vous un petit timelapse de toutes les étapes mis bout à bout. Et il y en a un paquet. C'est parti!
Ce design, il n'est pas figé, on travaille activement sur la version GTR, je vous spoil un petit peu avec ce dessin de Laurent, et on a des modifications à apporter sur la version de base, parce que s'il y a quelque chose sur la GTR qu'on kiffe, mais qui n'est pas encore sur la version de base, bah on va faire un mix et on va essayer de faire les voitures avec la version GTR et la version de base pour que ça rentre bien, quoi. Et on a pris en compte vos avis. Après cette vidéo, je pense que vous avez cerné les différentes inspirations. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous en avez trouvé d'autres par rapport au style de la voiture. Le design 3D et les rendus de l'hypercar n'ont plus de secret pour vous. D'ailleurs, on parle de rendus, mais Orlando fait aussi les rendus, hein, donc il a fait la 3D et il nous a permis d'avoir des rendus ultra badass en mode photo comme celle-ci. Voilà, c'est le boss Orlando, hein. Dites merci en commentaire à Orlando. Pensez à liker la vidéo, à la partager si elle vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de la série Hypercar. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Tchou!